C'est une rue qui est utilisée, qui est entretenue, et voilà, il y a du passage, mais pas trop non plus. Le fait que ça soit repassé à une voie, enfin passé à une voie plutôt, c'est plutôt bien, ça permet de traverser facilement. Et puis voilà, c'est une rue agréable quand même. On marche comme on veut, on se rentre pas dedans. Le seul moment de l'année où c'est plein, on va dire que c'est la braderie de Lille, mais c'est très bien. Je dirais que c'est le fait de se marcher dessus. Voilà. Quand on se marche dessus, quand on se rentre dedans, quand on n'a pas de place pour marcher, c'est que c'est trop dense. C'est dommage quelque part que ce soit aussi chargé, mais c'est un axe de passage qui est tellement essentiel dans le plan urbain que je vois pas trop comment il pourrait le contourner. Quand on vous dit densité, ça vous évoque quoi? Un centre urbain chargé, si on parle de densité humaine, même si Lille à ce niveau-là est encore acceptable par rapport à d'autres métropoles françaises. On peut reprocher beaucoup de choses à Martine, mais là-dessus c'est quand même plutôt bien fait. C'est une rue agréable, mais c'est vrai qu'il est toujours chargé en voiture. Mais quand on est piéton, on dit qu'il est chargé en voiture, et quand on est en voiture, on dit que ça ne circule pas bien. Donc il faut trouver un juste milieu. Là, il est déjà en sens unique, mais vous voyez derrière moi, c'est des fils interminables. Entre 11h et 14h, ça va être comme ça. La densité, c'est une file continue de voitures. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Je me souviens de comment elle était avant et j'aime beaucoup comme elle est maintenant, avec les grands trottoirs, les grandes allées, la circulation, je l'utilise en vélo, c'est quand même pratique. C'est intense en trafic et en densité, mais c'est bien, moi ça me convient. C'est le nombre de gens au mètre carré pour moi. Et ici, vous connaissez le nombre de gens au mètre carré? Non, je connais pas ici. Ça dépend. C'est vrai que les voitures, ils font pas toujours attention aux vélos et tout. Mais sinon, ça va. Quand je vous dis densité, qu'est-ce que ça vous évoque? Beaucoup. Voilà, c'est tout. C'est à taille humaine, quoi. Donc j'ai pas l'impression que ce soit hyper dense, qu'il y ait beaucoup de monde. Et voilà, enfin, c'est vivant. Je sais pas comment dire, mais C'est vivant sans être trop. sans être trop, voilà. Il y a plus de monde, mais c'est pas dense comme on pourrait le penser. On se marche dessus, trop de monde, c'est la couille. Voilà. Écoutez, moi j'habite ici et je trouve que c'est pas trop chargé, c'est animé, il y a du monde, mais c'est pas trop chargé, on y est bien. Par rapport à d'autres quartiers comme le Triolo ou Résidence, où à mon avis c'est beaucoup plus dense au niveau population, ici on est plutôt bien. La densité pour moi c'est le nombre de personnes au mètre carré. Et ici, Donc, par exemple, dans votre quartier, vous la connaissez la densité? non, je la connais pas. Je la connais pas, mais c'est largement vivable. On n'est pas les uns sur les autres. La densité pour moi, ça m'évoque de l'urbain. Et ici, on est dans un village, mais bon, est-ce qu'on est encore dans un village ou est-ce qu'on est dans une ville avec une densité urbaine? Je pense qu'il faudrait peut-être revoir le plan de circulation et pas hésiter à mettre des zones piétonnières ou exclusivement ou de roues. Et supprimer un peu la voiture du centre-ville. On a vu construire de plus en plus d'immeubles, donc je suppose que la densité a bien grandi, parce que ça a flambé les immeubles là derrière, si vous allez voir. La densité, effectivement, il y a peu de monde à Templeuve, mais voilà, comme je vous disais, tout est relatif. Venant de Lille, ça me semble relativement correct. Maintenant, je sais que beaucoup de monde se plaint des infrastructures qui ne suivent pas par rapport au nombre d'habitants, rapport mètre carré et nombre d'habitants. Et ici, par exemple, à Templeuve, on serait vous auriez un chiffre, selon vous? Alors là, pas du tout, absolument pas, aucune idée. Oui, donc la densité, on a une définition par l'habitant, c'est quand on commence à se marcher les uns sur les autres. Ça nous ramène à des notions et des perceptions assez concrètes. Et puis aussi l'idée du nombre d'habitants au mètre carré. C'est vrai que nous, on parle d'habitants au kilomètre carré, ce qui est une dimension pas très perceptible et appréhendable par le Quidam. Le Quidam, il a besoin d'avoir une dimension. Un mètre carré, on sait ce que c'est, donc un nombre d'habitants par mètre carré. Et si on veut parler avec l'usager, avec l'habitant, peut-être qu'il faudra aussi revoir un peu nos indicateurs. Garder les bons chiffres, mais les présenter différemment. Enfin, en tout cas, maintenant, on va passer à la table ronde avec l'élu, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'habitant. Merci d'avoir répondu présent pour la table ronde. Dans un premier temps, je me tourne vers Monsieur Luc Monet. Alors, vous êtes maire de Templeuve en Pévèle. En l'occurrence, vous avez peut-être reconnu non, des personnes de votre commune.
Templeuve-en-Pévèle est une commune de 6500 habitants dans la communauté de communes Pévèle-Carambeau, qui est avec Pévèle-Carambeau presque 100 000 habitants, qui avec donc la métropole européenne de Lille sont les 2 EPCI qui constituent le SCOT. Templeuve-en-Pévèle, c'est une commune attractive, une ville d'appui dans l'armature urbaine du SCOT. Et dans un premier temps, je voudrais bien vous demander de nous présenter et nous expliquer en fait les enjeux, selon vous, qui sont portés par la densité à l'échelle de votre commune. Bien, bonjour à tous. Effectivement, je suis maire de Templeuve-en-Pévèle. Je me permets de signaler, je suis maire depuis 22 ans. Ce qui explique que, je me permets de vous préciser ça, étant natif de Templeuve, élu depuis 40 ans, que les réflexions qu'on a pu porter avec les conseils municipaux successifs font qu'on a pu effectivement traduire tout ça dans les éléments du PADD, dans les éléments du PLU, et qu'en réalité, ce qui se traduit aujourd'hui concrètement sur le terrain, ce sont des choses que j'ai suivies depuis longtemps. Donc on est pas sur une forme d'aboutissement, mais en tous les cas sur une forme d'évolution. Alors, Templeuve-en-Pévèle, son slogan, c'est « Templeuve, l'âme d'un village, les atouts d'une ville ». Quand j'ai écouté Mme Fournier tout à l'heure, je me suis dit, toute l'Assemblée va vouloir venir habiter à Templeuve. Parce qu'en fait, Templeuve, c'est une ville étendue, 1540 hectares, constituée à peu près à 80% de terres agricoles, de prairies, de bois, de marais, puisqu'on est le long de la vallée de la Marque, et constituée aussi de beaucoup de hameaux, qu'on a su préserver aussi dans le cadre de l'élaboration du PLU, en concertation d'ailleurs avec l'agence, puisque le PLU, je précise aussi, il est opposable depuis 2017 dans sa phase opérationnelle, et que par conséquent, on a pu aussi s'appuyer sur toutes les préconisations du SCOT avec le concours de l'agence pour pouvoir traduire naturellement déjà toutes ces orientations dans le cadre de notre PLU, avec les notions aussi de densité. Donc je disais l'âme d'un village, avec ses caractéristiques rurales, les atouts d'une ville, ville d'appui, la centralité, alors une ville, je voyais l'interlocuteur là tout à l'heure, enfin la personne qui s'exprimait sur est-ce que c'est un village ou c'est une ville. Au sens de l'État, de l'INSEE, on est une ville à partir de 2000 habitants, je crois. Donc il y a très longtemps que Templeuve est une ville, si on s'en tient à cela. C'est une ville aussi parce que, comme je le disais, elle est très attractive. Nous sommes à 15 km de Lille, on n'est pas dans la Melle. On a une gare qui est sur l'axe Lille-Valenciennes, qui nous met à 15 minutes de Lille-Flandre. On a aussi une centralité qui fait que nous avons aussi des services avec un hypermarché en centre-ville, avec une maison de santé dans laquelle il y a même un scanner. C'est la première fois dans les Hauts-de-France d'une commune de cette taille, et qu'un scanner est installé d'ailleurs dans une commune qui n'est pas rattachée à un centre hospitalier. Donc un ensemble de services, je pourrais continuer, il y a des cinémas, là aussi il y a 30 ans, la commune a racheté les cinémas alors qu'ils fermaient, alors que dans beaucoup de communes les cinémas ont fermé à l'époque. L'hypermarché Leclerc est en centre-ville et pas en périphérie. Pareil, il y a 20 ans, il s'est agrandi. On a décidé de l'agrandissement en centre-ville et pas en périphérie. La maison de santé est en hypercentre, pas très loin. Vous avez pu le constater puisque les gens de l'agence sont venus visiter la commune. Autant dire qu'effectivement, cette succession de services font que nous avons cette centralité et que nous avons aussi réussi, dans le cadre du PLU, à mettre en place des opérations immobilières denses, en hypercentre. Alors quand je dis dense, c'est c'est 20 logements l'hectare, je crois, au niveau de la métropole. Nous, sur certaines opérations, on est à 110, 120 logements l'hectare. 29. 29, pardon. Donc on est largement au-dessus sur les nouvelles opérations qu'on a pu lancer, en sachant là par contre qu'effectivement on a du pavillonnaire, sur du terrain de 300, 400 mètres carrés, mais on a aussi construit des immeubles, alors pas trop hauts, en R+2, plus comble ou attique, comme vous le souhaitez, autour de la gare de Templeuve, autour des services, pour faire en sorte que là aussi les gens qui y habitent, que ce soit en logement social ou en accession, puissent profiter de l'intégralité des services proposés par la commune.
D'accord. Justement, il était question aussi de circulation, de mobilité, notamment la personne qui tient un commerce sur Templeuve. Selon vous, en fait, justement, cette présence de services, cette centralité, en fait, est plutôt due à l'accessibilité de Templeuve ou plutôt justement à la densité, à une densité qui permettrait d'atteindre un niveau de seuil, un niveau qui permet. Alors, je n'ai pas de doute sur la troisième personne, donc la commerçante, qui est effectivement bien installée à Templeuve et récemment d'ailleurs, hein, depuis 1 an ou 2, comment dire, la question de la mobilité, des transports, de la difficulté éventuellement de circuler, qui est tout à fait relative, hein, Quand je vois la rue Féderbe ou la rue principale de Templeuve, on n'est pas du tout dans le même registre. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. La commune est attractive. On a un Leclerc en centre-ville, on a cette fameuse maison de santé. Ça attire des gens de toutes les communes. D'ailleurs, le couple que l'on voit, c'est pas des Templeuvois, c'est des gens de Bercé, donc une commune voisine, et ils viennent à Templeuve profiter de la commune de Templeuve. Donc, à la limite, entre guillemets, ce sont les extérieurs à Templeuve qui créent aussi les difficultés de circulation dans Templeuve. Donc, il faut savoir un peu ce qu'on veut, et on tourne un petit peu là toujours sur des questions compliquées à faire comprendre, hein, par la population, parce qu'effectivement, construire plus, c'est plus de voitures. Or, nous, on a pris aussi en compte le fait qu'on construit à côté des équipements de transport public, donc en l'occurrence, là, pour le coup, nous, la SNCF. C'est vrai aussi qu'on fait attention aux mobilités douces. On a un réseau, alors à Lille, on dit peut-être, ou à la Madeleine, on dit peut-être des venelles. À Templeuve, on dit des voyettes. Donc on a un réseau de voyettes très important qui fait que beaucoup de gens, enfin beaucoup de Templeuvois en tous les cas, utilisent ces voyettes pour aller cheminer vers les commerçants, vers les services ou vers la gare. Donc, ouais, c'est un sujet. Il y a 20 ans, on a vu l'accord pour faire un contournement de Templeuve avec un échangeur à Genêt sur l'autoroute A23. Bon, il y avait les financements du département. Seulement là, l'État, donc le préfet à l'époque, a refusé l'ouverture sur l'autoroute. Alors, comment faire effectivement sur le réseau viaire pour faire en sorte que, en étant dans des bourgs-centres où il y a aussi l'histoire, hein, on est sur la place de Templeuve, donc on est vraiment dans le vieux Templeuve, là, pour le coup, c'est très dense, avec des maisons anciennes. Comment fait-on aujourd'hui pour continuer à épaissir la trame urbaine avec des nouveaux logements sans pouvoir créer de nouvelles voiries plus structurantes? Ça, c'est compliqué. D'accord. Justement, vous parliez d'opérations relativement denses, autour d'une centaine de logements par hectare. Est-ce que ces opérations ont pu susciter des inquiétudes avant, à l'état de projet? Et si vous pouviez témoigner aussi de l'avant-après, c'est-à-dire aussi de quelle manière maintenant elles ont pu être intégrées dans la vie communale et de quelle manière, si elles continuaient à cristalliser un peu des crispations ou plus du tout? Vous ne pouvez pas savoir avec quel enthousiasme ça a été accepté par la population. Je peux vous dire qu'aux dernières élections municipales, alors qu'il y avait des grues partout, en 2020, donc les opérations n'étaient pas terminées, ça a été un sujet polémique très fort, indépendamment du Covid et du fait que beaucoup de gens ne sont pas allés voter. Mais je peux vous dire que les maires bâtisseurs, ils en ont pris plein la tête aux élections de 2020. Donc beaucoup ont été battus. Moi, ça s'est joué à 3 voix. 3 voix. Donc régulièrement, je rencontre des Templeuvois, ils me disent c'est grâce à moi, parce que je ne devais pas les voter, je suis allé voter pour finir, que vous êtes repassé, monsieur le maire. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, c'est la difficulté de la perception et du rôle d'élu, avec les partenaires, hein, que vous êtes, d'avoir une vision de développement de sa commune. Dans la traduction, c'est extrêmement compliqué pour l'habitant de s'imaginer de ce que ça va être demain. Que ce soit sur le projet, que ce soit sur la construction, enfin la phase de construction. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est intégré dans le paysage. Ce sont des immeubles. Alors, c'est plutôt des plots d'immeubles, hein, ce n'est pas des grands immeubles. Enfin, je vous disais, c'est à 3 étages. Mais aujourd'hui, c'est parfaitement intégré, c'est parfaitement accepté, que ce soit en location, on a des opérations, là j'en ai une en tête qui faisait 170 logements à côté de la gare, il y a 70% de logements sociaux. Bon, Templeuve, à limite, on n'était pas tenu de faire un pourcentage de cette nature.
n'étant même pas tenu pour faire un pourcentage de logements sociaux à Templeuve comme sur le territoire de la Melle. Pour autant, il y avait la volonté politique de le faire. Et tout comme les autres opérations où on constate que beaucoup de seniors ont acheté, aujourd'hui sont installés, et je dirais qu'aujourd'hui c'est accepté par la population, malgré les remarques qu'on peut toujours avoir sur la circulation. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui ça apporte beaucoup. Et ça s'est beaucoup apaisé aussi, hein. Alors on n'est pas en période électorale, mais je dirais qu'aujourd'hui le taux d'acceptabilité est fort, d'autant plus qu'on a fait beaucoup d'appartements en réalité, et ça s'est d'une part très bien vendu, et là, d'ailleurs, cette semaine, une autre opération de 50 logements débute dans Templeuve, en hypercentre également. Ça se passe très bien, quoi. Et je me permets aussi, pour compléter, que là-dessus, on est vraiment aussi sur le parcours résidentiel. Naturellement, les jeunes vont aller vers le logement social, certains vont aller vers une première acquisition. On a aussi beaucoup de personnes vieillissantes qui ont acheté des appartements, alors que ce soit dans le cadre d'un rapprochement familial, dans le cadre d'un choix de vie aussi, parce que Templeuve est attractif et c'est une ville agréable pour bien vieillir. On parlait aussi de campagne. Aujourd'hui, vous êtes au centre de Templeuve, vous faites 200 mètres, vous êtes dans les champs, quoi. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous situez à Templeuve, vous êtes très vite, effectivement, sur les espaces ruraux. Et donc, le parcours résidentiel permet là aussi aux personnes vieillissantes qui n'ont plus le logement adapté à Templeuve, parce que la maison n'est plus adaptée au vieillissement, de vendre leur maison et de partir dans les appartements que nous avons faits, puisqu'il y a notamment aussi des résidences seniors qui ont été créées. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je pense que comme on est sur le sujet justement des opérations immobilières, je me tourne maintenant vers Guillaume Equet, qui est directeur du pôle aménagement et développement immobilier chez Villogia. Donc je vais vous interroger en tant que promoteur aménageur, et voir un peu, que vous puissiez nous expliquer justement comment se pose la question de la densité, vous, dans votre rôle de professionnel de l'aménagement, au travers justement d'opérations et au travers de réalisations. Alors, bonjour à tous. Je vais essayer de vous illustrer les questions qu'on se pose en tant qu'aménageur sur la densité à travers une opération qu'on développe sur Tourcoing, justement avec l'agence Tandem Plus, qui est aussi à la table ronde. Donc c'est une opération, je vais passer sur la présentation de Villogia, je pense que vous nous connaissez. C'est une opération qu'on développe sur Tourcoing et qui du coup re-questionne la question de la densité et s'insère totalement dans la logique du ZAN, où on vient reconquérir ce qui était une friche industrielle. Donc c'est une friche industrielle comme il y en a beaucoup sur la métropole lilloise, et ces friches qui étaient des lieux un peu délaissés, dont tout le monde se détournait, maintenant deviennent des lieux de plus en plus convoités, parce que le foncier est de plus en plus resserré avec l'effet du ZAN. Et finalement, ces friches, quand on les regarde de près, c'est des formidables opportunités, parce qu'elles sont souvent bien placées. Celle-ci est en bordure de Mouveau, proche du centre de Tourcoing, à côté. Alors, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Oui, mais ce serait... Le long aussi de ce qui est une ancienne voie ferrée qui a été aménagée en tant que voie verte. Donc c'est un site qui a un vrai atout. C'est un site qui s'est développé dans son activité industrielle au fil du temps, et comme vous le voyez sur l'image, qui est finalement très, très construit. Donc c'est un site qui au final était très densifié. Sur une opération, sur un foncier de 4 hectares, l'emprise bâtie représente à peu près 70, alors j'ai du mal à le lire, 70 000 mètres carrés. Donc on a une densité de 1,8 et une emprise au sol de 70%. Donc finalement, ce site, dans sa vocation initiale, très construit, avec du coup une part d'espace vert extrêmement résiduelle. Enfin, on dit espace vert, mais c'était surtout de la friche verte de l'ordre de 5%. Donc on a engagé une réflexion avec la ville, avec l'agence d'urbanisme Tandem Plus, et puis aussi avec l'architecte des bâtiments de France, pour repenser le site et le développement du projet.
rapidement, des bâtiments qui avaient une vraie qualité architecturale ont émergé. C'est ceux qu'on a conservés, donc on voit qui sont en bordure de, ou je peux le montrer sur cette diapo-là, qui sont en bordure de la rue de Paris, qui avaient une vraie qualité architecturale, mais en même temps, la question, c'était de se dire qu'en faire. Parce que c'est des typologies qui sont très particulières, dans un site qui n'intéressait pas forcément grand monde, et lorsque j'en parlais à notre réseau professionnel en disant on a des bâtiments, on veut les transformer, est-ce que ça vous intéresse? Ça n'intéressait personne. Pour autant, on avait et Tandem Plus nous a beaucoup, je dirais, amené à réfléchir à ça, en se disant que ces bâtiments qui ont une identité forte aussi participent de ce qui peut faire la qualité du projet, puis aussi de l'acceptabilité de la transformation du projet. Donc le projet qu'on a imaginé, c'est finalement, et j'aime bien dire ça, c'est un projet de dédensification. Même si on est sur une opération qui est plutôt dense, on est autour de 100 logements à l'hectare, donc c'est une opération qui a quand même une relative densité. On a finalement, par rapport au site dans sa vocation industrielle, diminué l'emprise bâtie par 2, diviser la surface de plancher construite par 2 et multiplier la surface d'espace vert par 6. Donc on a réussi, tout en créant du logement, créant un projet qui va offrir du logement avec une densité relativement importante, d'aérer le site, de l'ouvrir, et ce qui participe aussi de l'attractivité et encore une fois de son acceptabilité. Alors, ce projet, pour moi, les éléments qui permettent aussi de faire accepter la densité, parce que c'est toujours la densité, elle est acceptée par les futurs habitants. C'est les habitants en place, les habitants déjà là, qui ont toujours cette inquiétude par rapport à ce qu'on va apporter, et c'est souvent perçu comme uniquement des nuisances. Donc dans la définition, dans le travail du projet qu'on a fait, c'est de se dire comment un projet d'aménagement peut apporter dans notre jargon, ce qu'on appelle les externalités positives, ce qui va profiter aux habitants qui ne sont pas du quartier, mais qui habitent autour et qui pourront profiter du projet. Donc pour moi, il y a 5 grands éléments qui ont fait que ce projet est acceptable. C'est travailler sur des formes urbaines progressives. Donc là, c'est le travail très fin qu'a fait l'agence Tandem Plus, de se raccrocher à l'existant, de pouvoir monter, parce qu'on monte sur les bâtiments les plus hauts, on doit être en R+5, R+6, mais dans des contextes qui sont sur ces parties-ci, dans des contextes où on n'est pas directement en lien avec des maisons existantes. Et par contre, dans notre foncier, il y a une petite enclave de maisons qu'on a souhaité conserver, et à laquelle on se raccroche avec du petit collectif ou des maisons. Donc pour moi, l'acceptation de la densité, c'est aussi cet élément, c'est des formes urbaines progressives, et puis aussi éviter les transitions qui soient trop brutales. Le travail qui a été fait aussi, c'est sur les espaces libres, c'est d'offrir des nouveaux espaces libres à travers le mail, à travers les places, des espaces qui n'existaient pas, parce qu'on était dans un site qui était totalement fermé, et là on offre des espaces qui profitent aussi de manière plus large au quartier. Le gros travail qui est fait aussi, c'est sur le volet paysager. On avait 5% de nature, on va passer à 30% de nature, et c'est des espaces qu'on ouvre aussi aux habitants du quartier, aux habitants qui vont habiter le quartier, mais aussi aux habitants plus largement autour. Et cette renaturation, elle est intéressante parce qu'elle permet de connecter aussi la voie verte qui longe notre foncier, et on crée des formes de... Enfin, on préfigure une forme de trame verte. Enfin, un point qui me semble important aussi dans
dans un projet densifié, c'est le travail sur les échappées visuelles, donc de donner des perspectives, donner un champ visuel. C'est le travail qu'on a essayé de faire aussi, par exemple, sur cet axe, où on met en valeur l'ancienne usine avec la cheminée, sur cet axe qui est ici, où on a une profondeur de vue jusqu'à la voie verte. Donc c'est des éléments qui font que la densité est plus acceptée. Et puis enfin, l'élément important et qui a été dit aussi par, alors je m'excuse, j'ai pas bien noté son nom, mais la personne du CEREMA, c'est de conserver l'existant et de transformer l'existant. Donc encore une fois, c'est les deux bâtiments qui, au départ, je dois l'avouer, c'était plutôt une contrainte, se dire il faut conserver ces bâtiments, il y a 6500 mètres carrés, ça nous gêne un petit peu, mais qu'en faire? Et en même temps, c'est un formidable élément d'identité qui permet de faire que le projet est plus contextuel, ce qui aide aussi à le faire accepter. Alors, en débordant un petit peu, je ne sais pas en temps où j'en suis, le devenir de ces bâtiments, comme je vous disais, ça n'intéressait personne. Donc c'est de se dire comment susciter une forme d'émulation pour leur transformation. Donc on s'inspirait de ce qui se fait déjà beaucoup par ailleurs. On s'est dit on va lancer un appel à idées auprès d'opérateurs. On a fait des auditions en associant la ville et finalement on a eu des réponses très intéressantes qui ont permis de faire émerger des idées qu'il faut encore travailler. Mais les éléments qui sont ressortis, c'est sur une partie du bâtiment donc, qui est... si je reviens en arrière, on a une voûte qui est assez intéressante, qui fait 800 mètres carrés, et on a pu attirer la friche gourmande qui s'est développée d'abord sur FCB et qui est actuellement à Marc-en-Barœul sur le site d'Oulage. Là, ils veulent pérenniser leur modèle et ont réussi à les installer dans ce site, ce qui pour nous est très intéressant parce que comme on avait imaginé une placette, ce food court va s'installer aussi et va venir animer cette placette et c'est, je pense, un élément très fort du projet parce que c'est ce qui fait qu'on apporte des fonctions qui ne profitent pas uniquement au quartier, au nouveau quartier constitué, mais plus largement au quartier élargi, voire à la ville. On crée un nouveau lieu de destination et qui rend le projet plus acceptable. Autre élément, à travers de la mixité programmatique, dans le bâtiment conservé, on développe une autre forme de bureau, donc sur des surfaces autour de 2000-2500 mètres carrés. Donc là aussi, on n'apporte pas que du logement, on remet de l'emploi en ville dans des formes un peu différenciantes par rapport aux standards du bureau. Et c'est des éléments aussi qui participent de l'atout du quartier à travers cette mixité, comment réussir à essayer d'amener des aménités à l'échelle dans notre projet, mais qui profitent plus largement au quartier. Je vous remercie. Là, vous avez approché vraiment la question du projet urbain, vous avez approché aussi démontrer aussi l'échelle pertinente du projet urbain pour pouvoir installer des aménités, la mixité, etc. Je voulais vous poser une question, parce qu'en tant qu'aménageur, vous êtes aussi soumis à certaines exigences, notamment celle du bilan d'opération, et vous l'avez dit en filigrane. Et la question que je voulais vous poser, c'est en quoi, dans ce contexte, mais aussi dans un contexte plus large d'opération, où peut-être il n'y a pas ce patrimoine à valoriser, en quoi la densité fait-elle partie de l'équation ? Alors, le bilan d'aménagement pour l'aménageur, c'est un vrai sujet parce que les opérations d'aménagement sont longues, sont risquées. On traverse plusieurs mandats politiques. Enfin, c'est des opérations qui peuvent être sujets à beaucoup de remises en cause et avec une forme d'incertitude. Donc le risque est très important. Notre matière première, qui est le foncier,
a totalement évolué. C'est fini maintenant les opérations d'aménagement en extension urbaine où on urbanise sur des champs ou sur des terrains faciles. Maintenant, la matière première qu'on travaille, ce sont des terrains qui sont souvent difficiles, qui ont une histoire, des terrains qui étaient pollués, des terrains sur lesquels on a des constructions, des démolitions, des problématiques d'amiante. Donc on approche une matière première, et ça va être encore décuplé avec l'effet Dusan, qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus complexe, qui est aussi beaucoup plus cher, qui est plus cher dans sa transformation, mais plus cher aussi dans son achat, parce qu'il y a l'effet de resserrement, de concurrence, fait que ces sites qui n'avaient peu de valeur, finalement en prennent une maintenant. Et du coup, une des réponses à l'équilibre de notre bilan économique, c'est aussi une certaine forme de densité. Mais cette densité, il y a une limite à tout. Il faut qu'elle reste acceptable. Il faut qu'elle soit... l'enjeu des projets d'aménagement, c'est vraiment l'acceptabilité. Et se dire d'augmenter la densité de manière déraisonnée, ça ne fonctionne pas. Et ça renvoie à ce que j'essayais d'expliquer à travers les 5 points, c'est qu'on peut travailler la densité, mais elle est toujours contextuelle. On peut toujours être un peu plus dense que ce qui existe, mais c'est toujours en s'insérant dans un contexte. Merci. Alors, pour continuer Ah oui, effectivement, je vais reprendre. Pour continuer le tour de table, je me tourne vers l'agence Patou. Tandem, excusez-moi. Je me fais voilà, il fallait faire une... Tandem, pardon, excusez-moi. Donc, alors, je vous laisse le micro. Donc, c'est Golène Brunet. Excusez-moi, je n'ai pas je vous laisse vous présenter. Peggy Finance, voilà, ok. Donc, l'agence Tandem à Lille. Vous êtes architecte urbaniste. J'ai noté que vous êtes spécialisé donc dans la maîtrise d'œuvre urbaine et dans l'intensification des tissus ordinaires hors du cadre des projets, des grands projets d'aménagement. Alors, je voulais aussi donc entamer par une question, c'était notamment, on parle d'intensification, de densification, et vous posez la question un peu de la généralisation, la capacité à généraliser et à reproduire un peu ces méthodes pour sortir un petit peu quelquefois des projets un peu extraordinaires et rentrer plutôt dans l'ordinaire en fait, pouvoir reproduire ces objectifs d'intensification dans l'ordinaire. Oui, alors en fait, oui, ce qui nous semble important en tous les cas pour pouvoir reproduire ces systèmes de densification, enfin, nous, il y a un outil qui nous semble fondamental, c'est le plan guide. Alors, c'est vrai que ces dernières années, on a mené énormément de... Enfin, ça a été le sujet de l'intensification des territoires hors ZAC, ça a été notre sujet principal en études urbaines. Et c'est vrai qu'on l'a fait énormément au travers de plans guides, puisque c'était la commande principale qu'on recevait. Donc, que ce soit sur des communes très denses, comme sur l'île Saint-Denis, ou que ce soit sur des villages, comme on peut le faire en ce moment sur l'affaire. C'est un outil qui nous semble fondamental. Pour nous, le plan guide, c'est un outil politique qui incite les élus à réfléchir global, ce qui nous semble fondamental, notamment dans un objectif d'intensification du territoire, enfin avec le ZAN et une raréfaction du foncier. C'est-à-dire qu'on prend quand même cette raréfaction du foncier comme une opportunité en se disant qu'il faut réinterroger, qu'il permet de réinterroger la trame viaire, le positionnement, le bon positionnement du bâti et des équipements aussi, puisqu'il y a parfois aussi des choses à modifier, la possibilité de rendre davantage marchables les communes, comme on a discuté aussi tout à l'heure. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose ? Sur ce sujet, ou on passe ? C'est vrai que voilà, sur la notion de plan guide. Ça marche. C'est vrai que sur la notion de plan guide, ce qui est important en tant qu'architecte urbaniste, puisqu'on est tous architectes urbanistes chez Tandem, c'est de pouvoir éveiller les maîtres d'ouvrage finalement à la nécessité de dézoomer, vraiment de penser global, pour dépasser peut-être effectivement cette échelle de la temporalité des 5 ans et réfléchir sur des prospectives qui même dépassent la question de la propriété foncière en se disant voilà, qu'on a toute légitimité aussi en tant qu'élu, en tant qu'habitant, de réfléchir sur une parcelle dont on n'est pas propriétaire, voilà, pour envisager ce que pourrait être demain la ville,
de manière concertée. Donc voilà, c'est aussi un peu cet accompagnement, ce conseil qu'on peut apporter sur le dézoomage et puis presque parfois des démarches qui peuvent être insolentes quand même, se permettre de réfléchir à côté d'un site, à côté d'un périmètre qui nous était identifié comme étant opérationnel au départ. Voilà, c'est tout ce travail-là de pédagogie et de conseil qu'on peut être amené à accompagner. Merci. Vous aviez peut-être des projets de référence pour expliquer la démarche que vous développez à l'agence? Oui, alors c'est vrai que ce qui est intéressant, parce que l'erreur du début était quand même intéressante, on assume tout à fait les origines de Patou parce qu'on est bien dans une structure de transmission, donc ça on y tient beaucoup. Et c'est vrai que si on est là à deux pour présenter aujourd'hui, c'est que Tandem c'est un collectif d'une quinzaine d'architectes urbanistes. Et ce collectif, il est assez singulier parce qu'en réalité, il est composé de 9 associés pour l'instant. C'est aussi une démarche qui est en devenir. Et ce collectif, il est important parce qu'en fait, il présuppose, enfin, il est le socle d'une démarche de projet dans notre exercice de tous les jours, qui est d'abord la constance. Ça, c'est un élément extrêmement important de notre démarche de projet. C'est aussi la coproduction avec laquelle on a énormément de plaisir, sur laquelle on a énormément de plaisir à travailler, à co-construire avec nos maîtres d'ouvrage, ce qui nous amène aussi à intervenir sur des échelles extrêmement variées, du local vélo, concrètement de l'abri vélo, du petit poste de secours à des perspectives de stratégie de ville à 30 ans. Et puis le dernier point, c'est évidemment l'enrichissement des échelles entre l'architecture et l'urbanisme, en se disant qu'elles peuvent nourrir au quotidien des échanges entre, d'une certaine manière, la légitimité d'une construction, de l'acte de construire dans son ancrage territorial. Et ces trois regards-là nous amènent effectivement à travailler régulièrement en tant qu'architecte comme en tant qu'urbaniste sur des projets d'urbanisme effectivement négociés. Donc on a quelques supports, on a sélectionné des démarches. Voilà, l'anticipation. Enfin voilà, ce qui nous intéresse aussi, c'est le. Ah, tu reviens. Du coup, tu ne représentes pas le précédent. Le premier travail, c'est ça qui avait été réalisé aussi en collaboration avec l'agence en 2017, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, anticiper l'intensification des tissus existants, c'était un travail qui nous a permis aussi de bien comprendre les possibilités d'intensification du territoire. Il est évidemment certain que certains territoires sont davantage densifiables que d'autres, et notamment quand on regarde sur les petits camemberts, là, le tissu pavillonnaire qui représente quand même une grande part du territoire et qui, effectivement, si on passe sur la fiche suivante, est assez facilement densifiable, pour autant sans en modifier les caractéristiques, puisque la commande de cette étude, c'était bien d'essayer d'identifier les mécanismes de densification possibles sur l'ensemble de ces tissus, mais tout en conservant leurs caractéristiques principales. Donc c'est un travail qu'on a pu prolonger aussi sur l'étude suivante, sur Mérignac, où là, effectivement, on se retrouve sur un tissu de périphérie de ville qui assemble la partie d'une ville linéaire, le pavillonnaire, la zone d'activité, le grand ensemble, et qui en même temps est très très peu dense. Pour les zones pavillonnaires, sur ce secteur-là, on est à 10 logements à l'hectare. On a un grand nombre de parcelles mutables, et la FAB, qui est notre maître d'ouvrage, la fabrique de Bordeaux Métropole, qui est engagée qui est une SPL qui a été créée pour la mise en œuvre du programme 50 000 logements accessibles par nature à Bordeaux, sur la métropole bordelaise, nous a demandé de réfléchir dans un premier temps à une densification des parcelles, mais de ce territoire, mais parcelle après parcelle. Donc, si on passe à la suivante, donc voilà. Donc notre première commande de la part de la FAB, c'était un plan guide à la densité désirable. On le voit sur la petite image de l'îlot, de la densification après parcelle après parcelle sur l'image de droite, avec cette possibilité de modifier peu à peu le tissu. Donc on est parti sur dans cette densité désirable, on était complètement libre de la proposer, et on est parti sur une densité de 70 à 90 logements par hectare. Ça, c'était le résultat de la réflexion, avec un étagement des hauteurs qui allait de R+1 à R+3 et le remplacement progressif, si on prend l'îlot test, d'un pavillon par 7 à 15 logements. Donc on arrive sur bien sûr, on a un saut d'échelle qui est très très conséquent. Pour autant, donc quand on parlait
Quand on parle de transformer l'intensification des territoires en opportunité, il faut savoir qu'ici, on a des grands îlots qui sont desservis par des voies à fort trafic, et donc c'est un territoire qui n'est absolument pas marchable ni circulable à vélo, puisqu'il est extrêmement dangereux. Donc l'idée de cette densification, de cette intensification, c'était surtout de mettre en place un réseau d'allées douces qui se constitue progressivement au fil de la modification des parcelles, en réservant sur chaque parcelle mutable une allée de 4 mètres. Donc il y avait une réserve foncière qui était instituée à chaque fois. Voilà, donc au-delà de ce réseau d'allées, il y a aussi la dissémination de petites aménités avec des petites placettes, des services, des petits bureaux à droite et à gauche. Donc voilà, 70 à 90 logements à l'hectare, ça nous semblait très bien, sauf que ça s'est vite heurté à la réalité économique du foncier, puisque voilà, c'était un territoire qui est sous tension, et dès que les opérateurs ont eu vent de ce projet d'intensification de ce territoire, évidemment, il y a eu une concurrence entre opérateurs, et le prix du foncier a explosé. Les opérateurs ont même proposé des premiers projets qui sortaient à 150-190 logements à l'hectare. Les formes urbaines qu'ils ont proposées lors de ces projets n'ont pas convenu à la ville, mais il nous a quand même été demandé par la FAB de tester un nouveau plan guide à 150-190 logements à l'hectare. Donc là, on a testé différentes choses. On a forcément, comme les parcelles préemptées sur lesquelles les opérateurs avaient divisé, étaient regroupées certaines parcelles. On n'était plus sur un fonctionnement parcelle après parcelle, mais sur une mutation groupe de parcelles, Donc on a sorti un premier ce plan guide, on l'a illustré, on a fait des tests, donc vous voyez les perspectives. Et évidemment, sans surprise, la ville qui est... Alors voilà, ce qu'il faut voir aussi, c'est que juste à côté de ces opérations, enfin dans ce secteur, il y avait déjà eu des opérations, là on voit sur l'image, à côté des plots, on voit un immeuble en T, et la grosse difficulté de la ville, c'était bien évidemment de se retrouver avec un front à rue qui soit complètement imperméable, alors que la caractéristique du quartier, c'était bien évidemment d'avoir des vues assez profondes sur les cœurs d'îlots et sur des jardins en cœur d'îlots. Donc ça, c'est quelque chose qu'on cherchait à garder, et surtout à introduire une perméabilité de ce foncier, et donc c'était ce qui était aussi préservé dans ce test. Bon voilà, donc ce scénario a servi de repoussoir, la ville a pris peur et donc a tout stoppé, et on est allé sur une densité, sur un troisième plan guide avec une densité raisonnée et concertée avec les opérateurs, où là on est sur du 110-130 logements à l'hectare selon les parcelles mutables, avec toujours une mutation de série de parcelles et non plus parcelle après parcelle, et on arrive là sur 700 logements. Donc effectivement, la question de la hauteur, c'est principalement ce qui faisait peur aux élus et aux habitants quand on parle de densité. Donc sur les précédents scénarios, on allait jusqu'à du R+5. Là, on est revenu sur un étagement des hauteurs, et ça nous semblait important de ne pas tout fixer à R+3, mais d'être sur un étagement des hauteurs de R+1 à R+3. Sur cette base-là, il y a eu puisqu'on est en secteur de projet. Oui, alors ce que j'ai oublié de parler, c'était, j'ai oublié d'en discuter aussi, c'est-à-dire que l'idée, c'est, puisqu'on avait des pavillons XXS, de passer, de regarder dans la démarche de projet, et si on multiplie ces pavillons par 1,5, on passe sur des pavillons à XL, et dans la déclinaison possible, eh bien, on arrive sur du 6 à entre 5 et 6 logements. Si on multipliait cette forme urbaine du pavillon, cette typologie du pavillon par 2, on arrivait sur des petits collectifs de 13, 12 logements selon le grossissement du pavillon. Donc ça, c'est la démarche qu'on a appliquée à l'ensemble du projet. Derrière ça, donc il y avait
il y a eu un concours sur cette base, sur un des lots, et voilà la réponse de l'atelier provisoire qui était assez intéressante dans la mesure où elle répondait effectivement au cahier des charges. Par contre, elle était un peu trop systématique, manquait un peu de finesse, et notamment dans la proposition, elle était un peu faible, notamment dans l'articulation des logements et les typologies proposées, d'autant qu'on avait un concurrent voilà, qu'on voit juste là, qui était la réponse de l'atelier Buller, alors qui est allé au-delà du cahier des charges, puisque pour des raisons économiques forcément et de compacité du bâti, on s'était interdit d'aller sur cette décomposition, d'une décomposition du bâti aussi forte. Pour autant, les typologies d'habitat individuel superposés qu'il proposait étaient très attractives, et donc c'est ce projet-là qui avait été retenu. Ce projet-là n'a finalement pas abouti non plus, puisque l'opérateur, on était sur des fonciers privés, et donc l'opérateur n'a pas réussi à finaliser l'achat du terrain. Un autre opérateur, voilà, donc là je vous présente les dernières évolutions, puisque mais évidemment l'acceptabilité de la densité même telle que présentée par Buller était encore un peu complexe. Il y a aussi la question de l'architecture contemporaine qui arrive, de l'architecture avec des toits. Ça, c'est un sujet qu'on a peu évoqué, mais qui est aussi un frein à la densification bien souvent. Donc là, il y a un projet plus doux qui arrive avec aussi peut-être des formes architecturales qui parlent davantage aux habitants. Et voilà, là, on a aussi une dernière évolution qui a été... qui est peut-être un retour aussi en arrière de la FAP par rapport à cet urbanisme négocié, certes, mais sans achat du foncier. Là, aujourd'hui, on est toujours dans une démarche d'urbanisme négocié, mais quand même avec un achat du foncier par la collectivité, notamment de la partie qui est au sud. Et alors ça, c'est aussi, en effet, pour y introduire, ce qu'elle n'arrivait pas à faire avec les opérateurs, une place verte autour desquelles elle peut organiser des commerces. Alors évidemment, ce travail d'urbanisme négocié, il se fait avec des outils. Donc les outils ici, ça a été de mettre une zone en UP36 sur laquelle nous avons pu établir des règlements spécifiques en concertation avec la communauté urbaine de Bordeaux. Et voilà. Et donc là, on va entamer une deuxième phase enfin, il y a déjà eu des ateliers de co-construction sur les précédents projets, mais on va continuer cette phase. Donc là, je vais passer la parole à Peggy, puisqu'elle va nous parler aussi peut-être de l'importance du collectif dans le projet. Ou vous préférez qu'on parle J'avais justement... non, pas. On va continuer la discussion, bien entendu, on va continuer aussi le tour de table, mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous pointez là la question de la densité intermédiaire, en fait. Vous posez là aussi en lien avec ce qui avait été présenté avant sur l'intérêt de pouvoir regarder des tissus aussi périurbains, avec des typologies basses, avec du pavillonnaire, qui sont, il me semble, un des enjeux à l'avenir. Et puis, vous avez parlé on a vu apparaître cette question de l'unité de voisinage. Moi, je voulais revenir sur cette notion-là d'unité de voisinage, parce que ça me semble important et ça pourra aussi faire la transition avec Madame Dassonville, qui est ici présente, qui est une habitante, qui va partager son regard d'habitant. Qu'est-ce que vous entendez par unité de voisinage ? Ah oui, alors l'unité de voisinage, pour nous, c'est à chaque fois d'essayer de se dire que... Mais effectivement, c'est un débat qu'on avait justement avec Anne ces derniers jours, en se demandant quelle était la bonne échelle d'opération. Alors c'est vrai que dans l'unité de voisinage, dans nos projets, ce qu'on développe très très régulièrement, c'est essayer d'associer au collectif son jardin. Donc c'est peut-être qu'on le revoit sur certaines images, si on revient sur le premier plan guide. Si on revient sur le tout premier plan guide, ce qui nous tenait très, très à cœur, c'est de remettre en place le bâtiment. Le bâtiment est associé à chaque fois avec un jardin. Il peut y avoir éventuellement 2 ou 3 bâtiments, mais il y a toujours cette notion de jardin qui est associée. C'est vrai qu'il y a une échelle de projet qui nous semble importante. Alors c'était la réflexion qu'on avait jusqu'à quel moment les habitants sont en capacité de se connaître. Alors
Je suis un peu embêtée avec cette notion, c'était dans le débat qu'on avait, c'est-à-dire qu'on en discutera après avec l'habitat partagé. C'est vrai qu'on a peut-être une échelle de 15 logements qui nous semble assez favorable. Et en même temps, cette réflexion, elle a évolué peut-être dans notre tête, puisque on a vu aussi des collectifs d'habitat partagé monter des opérations de 80 logements et qui ont l'air de fonctionner. Donc, la taille du collectif est quelque chose d'important. On est plutôt, nous, sur des tailles de petits collectifs, mais on va voir dans les opérations que présentera Peggy qu'il y a des grands collectifs aussi qui fonctionnent, et notamment, on en a réalisé un sur Oisem de 70 logements, et il fonctionne très bien. Alors, ce qui est peut-être important de rajouter, c'est nous, on a quand même bien en tête tout cet héritage aussi de la densité, qui était hérité aussi des grands ensembles, en fait, avec plein de qualités, c'est-à-dire plutôt des constructions très, très compactes, très, très, très hauts, très denses, mais avec une proportion de jardins extrêmement importante. Et ces jardins extrêmement importants, avec toutes les qualités qu'ils ont, ils ont peu pris, c'est-à-dire qu'ils ont peu d'usage. Et donc, la notion d'unité de voisinage, c'est aussi finalement l'imbrication de toutes les échelles que l'on a peut-être manquées, avec d'une certaine manière, la réflexion qui est apportée sur toute la graduation permise, c'est-à-dire l'unité de voisinage, c'est finalement le voisin que l'on a sur le palier, c'est aussi finalement sa cage d'escalier, c'est aussi finalement le rapport que l'on peut avoir avec le rez-de-chaussée, peut-être le pas de porte, c'est aussi finalement le jardin que l'on va partager entre différents plots de logements collectifs, et puis c'est aussi le quartier, etc. Donc en fait, l'unité de voisinage, elle peut être aussi, ça peut être une échelle imbriquée, c'est plutôt ça le travail que l'on mène aussi à l'agence, ce travail de graduation des échelles de l'individuel au collectif qui permet aussi finalement d'accepter davantage la densité. Je vais rebondir tout de suite, on reviendra après sur les projets, mais j'en profite pour justement parler de prolonger cette problématique, ce sujet du voisinage qui semble être clé en tout cas dans votre approche de la densité. Je me tourne donc vers Madame Dassonville, après maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, on convoque là, avec vous la maîtrise d'usage, donc celle du regard de l'habitant. Donc vous êtes habitante, un habitat participatif, habitat partagé, faites partie du collectif voisin, etc. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de nous présenter votre lieu d'habitation et votre regard justement sur cette question du voisinage et de la densité. Je vous laisse. Ah oui, alors il faut passer quelques slides, je pense. C'est moi qui dois le faire ? Oui, on vous fait participer. Je participe de bon cœur. Ça, c'est le lien entre voisins. Je passe, mais ça ne... Attendez, on peut le faire le temps que vous vous présentiez peut-être ? Voilà. Donc, moi, je suis dans un projet d'habitat partagé et participatif. Je vais peut-être tout de suite expliquer la différence entre les deux parce qu'il y a souvent confusion. En fait, on appelle le projet d'habitat participatif parce qu'on est un groupe qui a répondu à un appel à projet qui avait été proposé par la ville de Lille sur le terrain que nous habitons. Il y avait 3 sites sur Bois-Blanc, le quartier de Lille dans lequel j'habite. Et en fait, ce projet sur des sites, c'était de proposer un aménagement et de participer à l'élaboration du programme des logements, de sa composition, etc. Donc ça, c'est, je dirais, la phase habitat participatif, qui est concevoir un projet. Et il y a une partie qui est une autre, plutôt du côté de l'habitat partagé, qui est finalement vivre dans un endroit où on a des activités communes, peut-être un peu plus larges que d'un voisinage, je dirais, standard habituel, et qui correspond à une démarche d'engagement personnel et collectif. Donc, je suis dans mon petit... Ouais, en fait, je pense voilà. Ça y est, je m'en doutais, la technique me fait toujours faux bon. Et donc, c'est un endroit où on a commencé, enfin, l'appel à projet a commencé en 2011, la réponse à l'appel à projet en 2012. Donc, vous voyez que c'est déjà un temps assez long. Et de 2012 à 2018, il y a eu un temps de conception, et depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, ça fait un peu plus de 5 ans qu'on habite ensemble. Donc là, on est vraiment dans la phase d'habiter ensemble. Et dans cette phase d'habiter ensemble, en fait, c'est plus tout à fait les mêmes personnes que ceux
celles qui étaient là au départ. Donc, c'est dans les questions qui étaient posées, c'est comment voyez-vous l'avenir? Je ne suis pas Madame Soleil. Et on se pose des questions et on se rend compte que on n'a pas vraiment... Je vais pouvoir jouer. Merci. Voilà. Je vais pouvoir vous montrer des images de ce dont je parle. Donc, qui sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes 8 familles, enfin, nous sommes 8 familles, 5 qui étaient présentes depuis la phase projet, donc 3 nouvelles. Il y a 3 types 2 et 5 types 4, plus des espaces partagés. Nous sommes aujourd'hui 7 propriétaires et il reste un locataire en accession, même si au départ nous étions tous arrivés dans un dispositif qui s'appelle PSLA, que je suppose que vous connaissez, qui a permis à des ménages relativement modestes d'accéder à la propriété dans un quartier sous tension à Lille. On va dire ça pour faire bref. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes 11 adultes de 30 à 70 ans et 8 enfants de 10 à 24 ans. Donc ça fait quand même un petit collectif et il y a une chatte et un chien. Donc on est dans du vivant. J'en profite parce que là on est justement sur les chiffres, hein, les indicateurs. Donc en fait c'est bien 8 logements sur 2 parcelles de maisons de ville habituelles. Alors, je ne sais pas comment vous calculez le nombre de parcelles. Je dirais que le terrain n'était pas très propice à une promotion standard. On pense que c'est pour ça qu'il nous a été proposé. Peut-être on va le... Voilà. Ici, vous voyez, on voit le terrain. Il y a le bâtiment du fond qui est assez massif, un jardin et sur... Le long de l'église, il y a une venelle et il y a 2 appartements qui sont côté rue. Et on voit les parcelles de 2 maisons juste à côté, puis une autre qui a un long jardin, puis d'autres qui ont des longs jardins qui vont jusqu'au bout. Donc, si vous voulez, le format de 2 maisons, je dirais, c'est 2 larges maisons. Je pense qu'on est plutôt sur 3-4. On est le double d'une densité normale. Normale par rapport au contexte. Mais c'est un choix, donc, puisque c'est un choix d'habitat, un choix d'aller finalement vers plus de densité pour retrouver d'autres choses, d'autres avantages. Tout à fait. Je vais continuer la présentation visuelle, hein, ça donnera... Parce que vu du sol, ça donne... on arrive sur la rue. Donc là, c'est l'immeuble avec 2 appartements et... au rez-de-chaussée, un garage et un espace collectif. Puis quand on voit 2 profils, là, c'est sur la place, c'est le jour de la braderie. Il y a nettement un appartement au premier et un duplex au deuxième. Puis quand on arrive dans le jardin, on découvre le bâtiment du fond dans lequel il y a 6 logements. Et à l'arrière du bâtiment, on a ces coursives qui permettent aussi un certain nombre d'activités communes. Ici, dans les espaces partagés, alors on revient encore avec des notions qui sont... Moi, je suis plutôt une profane, donc je ne sais pas tout à fait dans quel sens on emploie les mots, donc je vous donne mon vocabulaire. Il y a une distinction entre espace partagé et espace commun. Les espaces communs, c'est un peu ce qui est dans les copropriétés et ce qui est entendu de façon juridique, c'est-à-dire les murs, le toit, les espaces de coursives, etc. Ce qu'on appelle les espaces partagés, c'est ce qui est un petit peu ce qui nous a réunis, ce qui est notre projet et ce qui est notre luxe. Parce que c'est ce qui coûte le plus cher, finalement, c'est ce qui coûte le plus cher et ce qui n'est pas du tout aidé, les espaces partagés, c'est-à-dire la grande pièce qui fait notre salon, notre pièce à vivre, et aussi la pièce qui peut s'ouvrir sur des activités du quartier. Il y a la buanderie, que je montrerai après, il y a une chambre d'amis, et il y a un garage et 2 places de parking extérieur. Le jardin fait partie des espaces communs juridiquement, mais dans notre mentalité, dans notre conception, il fait partie de ce qu'on appelle les espaces partagés. Dans ces espaces partagés, vous voyez qu'on a mis en place un système de réservation. C'est organisé, c'est-à-dire c'est pas difficile à organiser finalement, et ça vit assez bien.
on a des activités entre nous et des activités sur le quartier. Donc ici, si on montre les espaces partagés, là, au niveau du rez-de-chaussée, c'est la vitrine, c'est notre salon. On peut rentrer par le côté de l'église et on peut avoir accès direct au jardin. Quand on regarde à l'intérieur, voilà notre vitrine. Là, on est parallèle à l'église, là. Donc c'est notre salon avec salle de réunion et diverses possibilités de regarder des films, d'inviter des gens, des spectacles. Et on a une cuisine qu'on a aménagée. Tout cet espace-là a été livré brut, c'est-à-dire qu'il y avait juste des murs et des arrivées d'eau, des arrivées d'électricité. Parce que justement, on a fait beaucoup en autoconstruction. Tout ce chantier qui a été réalisé par nous sur plusieurs années a permis quand même d'avoir un confort et un lieu très agréable. Dans la série La buanderie, je montre que c'est quand même assez dense, cette buanderie. Il y a de quoi faire sécher du linge. Et on a mis un extracteur d'humidité qui nous permet d'économiser beaucoup le chauffage et le séchage. Du coup, c'est une idée dont je peux reparler, qui nous a quand même été très profitable. Ensuite, il y a la chambre d'amis qui est au premier étage donc, du grand bâtiment, à côté de la buanderie. Donc, je vous mets ça. Je suis dans les temps, là. Je présente donc le calendrier que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, le lancement de l'appel à projet en septembre 2011, lauréat en juillet 2012. Il y a eu un travail avec les architectes de juillet 2012 à septembre 2014. Et il y a peut-être à remercier et préciser que ce projet a été réalisé avec Partenaire Habitat, qui a porté aussi toute la partie économique du projet, ce qui n'est pas rien et qui peut-être il n'aurait pas abouti, je pense, avec les personnes étant présentes, s'il n'y avait pas eu ce soutien-là. Et il y a eu un soutien technique aussi. Donc, il y a eu une recherche d'architecte qui a été faite avant que je n'arrive, mais qui a été faite avec une réelle écoute, une réelle décision des participants. Donc, c'est le cabinet HBAT avec Mathieu Bercelot et Hélène Hart qui ont été impliqués dans ce projet. Moi, je suis arrivée au moment du dépôt du permis de construire. Et quand des permis de construire a été posé, c'était aussi l'exigence d'une densification. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup travaillé sur l'immeuble du fond pour créer tous les logements et les aménagements entre les uns et les autres. Et au-dessus des espaces communs de la vitrine, il n'y avait rien. Et la ville a demandé à ce qu'il y ait un alignement par rapport à la rue. Et du coup, il y a eu 2 logements supplémentaires, le mien qui est au premier et ceux de mes voisins du dessus en duplex, que j'ai montré tout à l'heure côté rue. Alors, on voit sur les dates effectivement que c'est un projet, voilà, ça demande de l'énergie, on voit c'est 6 ans, c'est le temps d'un projet. Quelle était votre motivation pour vous lancer en fait dans ce projet, en sachant, alors est-ce que la durée vous l'avez découverte aussi au fur et à mesure, mais qu'est-ce qui a motivé en fait votre choix finalement d'habiter dans ce collectif Alors, tous les sens du terme d'ailleurs. Je dirais il y a des choses qui sont plus... Enfin, je vais parler en mon nom plutôt que au nom du collectif, mais il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans le collectif. Je pense que habiter seul, chacun dans son coin, c'est un peu dommage, et qu'il y a des possibilités de faire des choses ensemble qui sont bien agréables et bien utiles et bien équilibrantes. Je suis quelqu'un qui est retraité, donc je suis plutôt dans une carrière de logement à un moment où j'avais une maison qui était un peu grande pour moi et qui était peut-être en besoin de travaux que j'avais pas l'énergie de mettre en place. Donc le fait d'arriver dans un logement où il y a des voisins et il y a du partage des tâches, de multiples tâches, ça m'a paru une opportunité très satisfaisante. Et je pense que
et toutes dans ce groupe, on contribue chacun sur des domaines où on a peut-être un peu plus de compétences et d'envie, mais du coup, en fait, on se rend compte que d'avoir des gens qui ont des compétences différentes, ça permet de se répartir les tâches et d'avoir moins finalement de travail au bout du compte. Donc il y a des choses plus administratives, il y a des choses plus de rapport avec Partenaire Habitat, des choses plus du côté de l'architecture, du bricolage, de l'entretien, du jardin, des parties communes, etc. Donc je pense que moi, ma motivation, c'était effectivement de passer d'un système où dans une maison toute seule, j'avais tout à m'occuper de A à Z et que c'était quelquefois un peu lourd, ou un peu solitaire quand il y avait des décisions un peu complexes à prendre. Là, pour toutes les décisions un peu complexes, on est quand même un groupe. Après, moi, j'aime bien le collectif et l'intelligence collective. Je suis sociologue de formation et j'ai toujours trouvé qu'il y avait plus dans plusieurs têtes que dans une et que ça s'est partagé entre nous et qu'on a peut-être quelque chose qu'on s'offre assez régulièrement, que je trouve super enrichissant et assez exceptionnel, c'est qu'on a des temps où on réfléchit à notre projet, à ce qu'on a envie de vivre dans les années qui viennent, maintenant qu'on est en habitat partagé plus que participatif, où il y a du renouvellement des différents propriétaires ou locataires, et qu'il y a les enfants qui grandissent et qu'on est dans une phase où ils deviennent ados alors qu'ils étaient tous bébés. Quand on regarde les photos, on voit vite que ça bouge. Et du coup, je pense que on invite un extérieur, enfin on demande une aide extérieure pour animer une journée de travail, de séminaire sur nos projets, et je trouve que c'est des échanges vraiment très riches. J'ai jamais vécu ça dans le couple que je faisais pendant un certain temps. On discute de tas de choses, mais d'avoir ce projet en commun et de dire chacun comment on le voit et d'arriver à harmoniser les perspectives d'avenir, je trouve ça vraiment hyper sympa. Alors, votre collectif s'appelle Voisins, etc. On sent que dans la question de voisinage, il y a aussi des liens aussi très forts dans cette notion de voisinage, etc. C'est par rapport aux liens au quartier ? Oui, et je vais continuer là sur les chantiers, etc. Ces voisins, etc. C'est-à-dire que dans les chantiers de construction que j'ai parlé au début, ça a pris quand même beaucoup de week-ends avec, à chaque fois dans ces chantiers, il y a de la convivialité. Moi j'aime bien faire à manger pour beaucoup, donc il y a toujours l'aspect des bons repas, et on aime tous bien manger on fait tous assez bien à manger dans ce collectif. Et d'ailleurs, un des éléments quand je suis arrivée la première réunion avec une auberge espagnole, j'ai demandé qu'est-ce que je peux amener. On m'a dit tu ramènes ce que tu veux. Et j'étais embarrassée, j'ai ramené des fruits. Et quand j'ai vu finalement que tout ce qui avait été apporté par les uns et les autres, sans qu'il y ait une concertation particulière, faisait tout ce qu'il y avait de plus diététique et équilibré de l'apéro jusqu'au dessert, je me suis dit qu'effectivement, ce groupe, il avait un certain équilibre trouvé et que c'était un indicateur pour moi. Donc, quand je parle des chantiers, etc., c'est effectivement les chantiers maintenant, c'est plus des chantiers d'entretien et de jardin. Mais c'est aussi les réunions. En fait, on nous dit c'est beaucoup de réunions. Si au départ, c'était beaucoup de réunions, ça l'est moins maintenant. Et ces réunions, c'est aussi des occasions de passer un moment ensemble et d'échanger sur notre quotidien et sur ce qu'on vit et sur le vivre ensemble. Donc, je pense que dans le chantier, il y a à la fois l'aspect relationnel, humain, réflexion, et l'aspect matériel, bricolage, etc. Donc, je continue. J'ai des images de chantier qui montrent que le premier chantier, c'était quand même le jardin, c'était Roland-Garros en pire. Vous voyez que là, on venait d'avoir les logements, on devait faire le local à vélo, ce qui était en autoconstruction. Et depuis, le jardin a bien évolué. On voit que l'immeuble du fond, il est un peu plus vert. Et là, c'est un chantier jardin qui est de l'année dernière quand on a changé les composteurs. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il y a du monde, et plus ou moins, et que c'est un jardin qui est devenu nettement plus luxuriant, même s'il y a des problèmes de changement de certaines vitres qui vont
devoir faire des travaux qui vont peut-être endommager notre jardin. Voilà. J'en profite pour peut-être continuer, rebondir. Monsieur Monet, Monsieur Eke, est-ce que vous avez été peut-être sollicité ou intéressé par ces démarches pour justement voir un petit peu passer d'une démarche un petit peu unique à quelque chose qui se généraliserait en fait dans vos propres rôles ou métiers? On n'a pas de, j'ai jamais eu de demande de cette nature, en tous les cas. Un projet où effectivement plusieurs personnes viennent à ma rencontre pour dire voilà, on est sur un foncier, on voudrait faire un projet de cette nature. À Templeuve, j'en ai jamais eu. Bon, il y a eu il y a quand même des projets par rapport à la volonté d'accueillir, par exemple, sur une même structure, plusieurs personnes vieillissantes, avec une forme de maîtresse de maison. Vous savez, ça, c'est des projets un peu qui se développent et que le département du Nord, d'ailleurs, soutient beaucoup. Après, non, en termes immobiliers, non. Après, sur les jardins partagés, on a des choses comme ça, où effectivement, on a réussi à mobiliser des gens autour d'un espace qu'ils se sont appropriés et qu'ils ont complètement aménagé dans l'esprit du vôtre. Alors, dans nos projets d'aménagement, on n'en a pas encore développé. C'est des sujets qui nous intéressent et qu'on regarde de près. Je ne pense pas que ça puisse se généraliser. Je pense que ça s'appuie aussi sur une rencontre. On voit que c'est des projets qui sont longs aussi à mettre en place. Par contre, en vous écoutant, on sent qu'il y a un lien social qui se crée, qui est très fort, et ça, je pense que c'est très intéressant. J'y vois moi aussi un autre intérêt, c'est une forme de mutualisation aussi d'espace. Les logements, on le sait, coûtent de plus en plus cher. Les enjeux environnementaux nous poussent aussi à re-questionner chaque mètre carré qu'on construit au regard de l'impact environnemental. Et le fait de mutualiser, quand vous présentez une buanderie, c'est autant de machines à laver qu'on ne retrouve pas dans chaque logement. Donc une machine à laver, c'est 1 mètre carré dans un logement. Quand on mutualise un équipement comme ça, on gagne de la surface dans les logements sans pour autant rogner sur le confort du logement. La chambre d'amis aussi, c'est le bon exemple. On peut avoir des chambres d'amis dans des logements qui sont utilisés une fois de temps en temps. Là, ça permet d'avoir un espace qui est partagé et dont on amplifie l'usage. Donc il y a ces notions qui sont intéressantes, sans forcément aller jusqu'à l'habitat partagé. Cette forme de mutualisation d'espace, à mon avis, est quelque chose qu'il est intéressant de développer. Ouais. Oui. On aborde la question. Il y a un mot que j'ai bien aimé chez vous, que j'utilise de temps en temps également, c'est l'intelligence collective. Alors c'est vrai que là, on est sur la notion de logement. L'intelligence collective, elle peut fonctionner aussi sur le service et sur le commerce. Là, par contre, effectivement, il y a eu beaucoup de projets comme ça, notamment autour de la maison de santé, où les acteurs de la santé se sont mis autour de la table pour co-construire ensemble un projet de maison de santé. Donc, effectivement, ça peut aussi exister sur d'autres sujets. Et là, on a un très gros projet là, qui est en cours d'instruction, en tous les cas au niveau du permis de construire, où on regroupe les cinémas de Templeuve sur un nouveau site, on agrandit la maison de santé, on y amène du commerce, etc., en hypercentre aussi. Et là, tout ça, c'est co-construit avec l'ensemble de ces acteurs. Et c'est important d'avoir des partenaires publics, bien sûr, mais aussi des partenaires privés. Et je pense que là, on commence à aborder, on aborde la question des espaces partagés, on arrive à l'échelle du logement, donc la densité de la ville au salon, on sait bien que la question du logement, elle est aussi cruciale dans l'appréhension de la densité, avec, on sait, une diminution des surfaces de logement ces dernières décennies, puisqu'on a perdu environ 10 mètres carrés en moyenne par logement ces 2 dernières décennies. Je voudrais interroger justement le regard de l'architecte ou maître d'œuvre sur cette question du logement, de sa taille et la question des espaces partagés, parce que je sais que vous avez travaillé aussi dans le cadre d'un projet sur cette question d'espaces partagés. Comment on peut trouver des solutions à cette échelle-là à la question de la densité ?
c'est vrai qu'en tant qu'architecte, en réalité urbaniste, on a une responsabilité extrêmement forte si on veut contribuer à la transition écologique et sociétale. Et la responsabilité, c'est d'abord de effectivement redonner de la désirabilité à l'échelle collective. Ça, c'est hyper important. On regarde notamment de ce que l'on voit. C'est vrai qu'on n'a pas tous les jours des sollicitations sur des programmes d'habitat partagé. En revanche, nous, en tant qu'architecte, on peut réintroduire. Notre rôle, c'est aussi de réintroduire de la désirabilité sur notamment les échanges du quotidien, tout ce que l'on raconte sur effectivement le partage, le commun, etc. Donc le bien commun, c'est vraiment un sujet que l'on explore énormément. La deuxième responsabilité, c'est aussi finalement effectivement de dénormer, hein, d'innover devant cette course un peu effrénée de l'optimisation, qui est aussi la course effrénée de la normalisation contre laquelle parfois on lutte et pour lesquelles on a besoin d'aide souvent. C'est vrai que nous, on a exploré ces sujets-là. Juste, on a un petit exemple. Tu voulais compléter avec quelque chose ? En fait, cette question qu'il n'y a pas tellement de sollicitations de maires ou d'élus sur cette question, en fait, je dirais la démarche, elle est plutôt dans l'autre sens. Nous faisons partie de Éco-Habitat Groupé Nord-Pas-de-Calais, qui vient de changer de nom, et d'un système, d'une fédération nationale qui tous les ans fait des journées portes ouvertes au mois de septembre, etc. Il y a tout un mouvement autour de l'habitat participatif et de l'habitat partagé qui est quand même très dynamique sur toute la France et aussi sur la région. Sur Bois-Blanc, il y a 3 sites. Nous, on est le plus petit, à 8 logements. Il y en a un autre, les voisins du quai, où ils sont 11 logements, et un autre qui s'appelle la Coop à Fourchon, qui a une forme coopérative, qui est à 13 logements. Et en fait, il y en a qui ont des formules plus ou moins mixtes en termes juridiques. Et un des obstacles, c'est quand même que tout est pensé pour le logement individuel standard de la famille qui achète un logement individuel standard, et que dès qu'on sort de ces standards-là, en fait, la propriété collective n'existe pas. La propriété d'un espace collectif dans une résidence comme ça, en fait, à part une copropriété, une SCI, c'est des outils mal taillés. On s'accommode d'une juridiction qui n'est pas en place, et on compte beaucoup sur notre capacité à négocier entre nous les successions qui peuvent arriver au cours d'une longue vie, et l'habitat vivra plus longtemps que nous, on espère. En tout cas, c'est le projet. Et tout ça est très mal fait pour la dimension de personnes qui se mettent ensemble autour d'un projet et qui veulent quelque chose qui ne soit pas spéculatif, qui soit juste un lieu où quelque chose soit possible, effectivement pour nous, mais aussi par rapport au quartier. Si dans les choses qui sont très utilisées dans notre espace commun au niveau du quartier, c'est beaucoup d'achats groupés avec une AMAP, des distributions, parce que il y a une association qui fait des brassins de bière sur le quartier de Bois-Blanc, qui est venue régulièrement, tant qu'elle n'avait pas de local, pouvoir faire ces choses. Il y a des spectacles qui sont faits, il y a des réunions qui sont faites. On ne cherche pas à devenir un lieu de réunion pour les autres, mais en cas de besoin, on peut dépanner beaucoup de choses. Donc, c'est un lieu qui est plutôt une opportunité occasionnelle qu'une destination sociale par rapport au quartier. Mais néanmoins, on se rend compte que quand on a lancé un moment un crowdfunding, on a eu, un deuxième crowdfunding, on en a eu 2. Le deuxième, pour aménager la vitrine, en fait, on a eu beaucoup de gens du quartier qui ont contribué en nous disant merci d'exister, c'est bien qu'il y ait un lieu comme ça qui existe. Donc, je dirais qu'il y a quelque chose dans l'air du temps qui est favorable à quelque chose de ce genre de mutualisation. Mais au niveau juridique et financier, il y a rien qui suit, quoi. C'est vraiment que sur du volontariat, du crowdfunding participatif. Enfin, on n'est pas sur, on n'a aucune aide. Un accompagnement qui serait nécessaire effectivement pour favoriser ce type de projet, ou en tout cas une intégration dans les modes de faire aussi, quoi. Peut-être dans quelque chose dans l'esprit de l'économie sociale et solidaire, je sais pas, une formule d'association qui aurait possibilité de venir... on peut imaginer des choses, mais pour l'instant, ça n'existe pas, et on bataille au niveau national et régional pour que il y ait des sollicitations par des organismes à caractère social, des bailleurs, etc., ou des villes, pour nous faire exister et permettre de développer. Voilà.